Excusez-moi. Vous restez là-bas ou vous redescendez? Lui par la tribune, Paula. C'est bon, c'est bon. الله يخليك الله يخليك. يلا. الله يخليكم لي فوتوغراف الله يخليكم صافي الله يخليكم غنبداو on y va. بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Mesdames et messieurs les ministres, monsieur le doyen, monsieur Mélenchon, bonjour et bienvenue à cet amphithéâtre, ce bel amphithéâtre plein qui montre le réchauffement climatique parce qu'il y a 30 ans, j'y étais comme je vous l'ai dit, il ne faisait pas aussi chaud en octobre. C'est une preuve. Est-ce que vous entendez? C'est pour ça que je parle un peu pour voir. Est-ce que vous entendez? Alors nous avons un problème de régie. Alors peut-être, avec un petit peu de calme, peut-être que vous entendrez mieux. كتسمعوا هكا؟ كتسمعوا؟ قولوا لي إيه كتسمعوا ياك؟ Parfait. Alors on va démarrer la conférence sans trop de paroles, mais avant, il y aura le mot de bienvenue de monsieur le doyen Abdeltif Komat, suivi par l'allocution de monsieur le professeur et ancien ministre Mohamed Barrada. C'est Abdeltif Komat. Les applaudissements, Allah yakhlikou. Doyen dialkou. Merci. Merci, c'est Aziz. En fait, c'est un plaisir tout d'abord de voir un amphi archi plein et qui est en fait représentatif de notre société. Ce Mélenchon a voulu que cette rencontre soit sous le signe de l'humanisme. Et je crois qu'aujourd'hui, nous avons un parterre qui représente parfaitement notre société. Nous avons des jeunes, nous avons des moins jeunes, bien que nous sommes tous jeunes. Nous avons des enseignants, nous avons des partenaires du monde socio-économique. En fait, c'est pratiquement une représentation de la société marocaine telle qu'on l'a senti auprès de vous, M. Mélenchon, caractérisée par de l'humanisme, par des valeurs. Et nous sommes venus tous et toutes aujourd'hui pour partager avec vous des réflexions autour de cette humanité, de cet humanisme que vous avez partagé avec nous, vous avez toujours partagé,
Nous l'avons senti parce qu'on a suivi vos sorties ces derniers temps. Vous avez été en fait du cœur avec les Marocains au moment où on a eu des difficultés. On a senti que vous faites partie de nous et que, en fait, ces valeurs que nous partageons tous, vous les partagez avec nous. Et donc, nous sommes venus aujourd'hui tous pour justement partager avec vous des réflexions, des idées autour de cet humanisme. Donc, au nom de toutes les composantes de notre université, je sais que pratiquement nous avons des enseignants et des responsables de toutes les facultés dans notre université. Je rappelle que l'université Hassan II est la plus grande université au niveau national. Nous avons aujourd'hui plus de 155 000 étudiants et notre faculté est la plus grande faculté en fait de la région, mais également parmi les 2 ou 3 plus grandes au niveau national, avec à peu près aujourd'hui presque 40 000 étudiants. Et donc nous sommes tous et toutes bien sûr heureux de ce plaisir, de cet honneur que nous faites. Et bien sûr vous êtes chez vous et j'espère Inch'Allah que ça sera une conférence pleine d'idées, pleine de partage. Et merci également à Si Mohamed Barada, à notre président de la Fondation Links, Si Mohamed Barada, qui nous donne toujours l'occasion de rencontrer de grandes personnalités. La Fondation Links, d'ailleurs, il va le dire, c'est un lieu de partage et aujourd'hui, nous avons en fait l'occasion de partager des idées avec une grande personnalité politique, mais également sociale. Et je sais que M. Mélenchon donne beaucoup en fait, d'importance aux réflexions autour de la société, de l'humanisme. Et bien sûr, je remercie également toutes les parties prenantes, Sinabil Ben Abdallah, mais également toute l'équipe, avec Sizidou également qui est parmi nous, toute l'équipe qui est derrière cette visite, qui nous fait honneur et plaisir. Voilà, et merci. Merci, monsieur le doyen. Évidemment, dans la présentation, il aurait fallu dire aussi, mesdames et messieurs les secrétaires généraux, mesdames et messieurs les professeurs, mesdames et messieurs jeunes gens, étudiants et étudiantes. Donc voilà, je le redis encore une fois et je donne la parole au professeur Mohamed Barada en sa qualité de professeur et de président de la Fondation Links. Tfadal Si Barada. Non, ça va. Mon cher Jean-Luc, mesdames, messieurs, mes chers amis, je vous souhaite à toutes et à tous la bienvenue à la Fondation Links, à la faculté de sciences juridiques, économiques et sociales de l'université Hassan II. Il y a 40 ans, je faisais cours dans cette salle et ça me fait vraiment plaisir d'y revenir. Notre objectif à la Fondation Links et au sein de la fac, c'est l'ouverture de l'université sur le monde politique, économique, qu'il soit national ou international, pour stimuler la recherche, analyser les expériences des uns et des autres, mais surtout confronter les idées. Et devant les incertitudes qui règnent dans le monde d'aujourd'hui, d'ailleurs, vous le savez, on doit s'attendre aujourd'hui, on doit apprendre à s'attendre à l'inattendu. N'importe quoi peut arriver. Un monde où le matérialisme ambiant, dominé par la finance, envahit les valeurs morales et les valeurs de solidarité. Ou bien souvent l'individualisme, qui a été d'ailleurs, comme vous le savez, le ferment de la compétition et de l'essor du capitalisme. L'individualisme qui se transforme peu à peu en égoïsme et de plus en plus en indifférence, portant ainsi atteinte au lien social qui définit le concept de nation. Plus que jamais, vous le voyez, on a besoin d'échanges, on a besoin de débats pour confronter les différences. Et nous, ici, au Centre de recherche Links, on respecte les différences. On respecte et on doit respecter les différences. C'est par les différences qu'on se nourrit et c'est par la différence qu'on s'enrichit. Et dans ce contexte, nous avons le plaisir de recevoir notre ami Jean-Luc Mélenchon. On le reçoit à un moment particulier, celui où notre pays affronte de manière ordonnée, de manière courageuse, les conséquences du séisme qui nous a frappés, démontrant ainsi au monde les valeurs traditionnelles de solidarité de notre population. Une sorte d'élan spontané de la population en même temps et de l'action des pouvoirs publics. Et surtout,
un sens de solidarité entre les régions et les localités. Mais à un moment aussi, il faut le dire, où notre pays a été sélectionné avec nos voisins l'Espagne et le Portugal pour organiser la Coupe du Monde. Démontrant ainsi, qu'est-ce que cela démontre? Que le Maroc a toujours eu confiance dans ses capacités d'organisation, de rationalisation, et qu'en plus de la solidarité intérieure dont on a parlé, il a aussi et il cultive le sens de la solidarité entre les peuples. Alors, mesdames, messieurs, vous le voyez, la vie est ainsi faite. L'histoire le montre. Après chaque crise, il y a eu la reprise. Et chaque menace contient en elle-même les germes d'une opportunité. Menace, opportunité, ce sont les deux faces de la même pièce de monnaie. Et je voudrais, en votre nom à toutes et à tous, remercier mon ami Jean-Luc d'avoir accepté d'animer cette conférence dans notre faculté. Une faculté qui compte aujourd'hui plus de 40 000 étudiants. Quand j'ai commencé ici, il y avait 1500. Et sur un thème d'actualité, pour un nouveau monde, pour une nouvelle humanité et pour un nouveau peuple. Je m'excuse, Jean-Luc, j'ai ajouté pour. Permettez-moi de vous présenter le conférencier. Le conférencier, ce n'est qu'un Marocain qui revient dans son pays. Jean-Luc Mélenchon est né à Tanger en 1951. Il a 72 ans. C'est très jeune, ça. Cela signifie qu'il a beaucoup d'autres combats à mener. Peut-être au Maroc. Et c'est à Tanger où il a participé à l'âge de 5 ans. Il avait 5 ans. Il a participé à sa première manifestation populaire dans la rue. Il ne savait même pas à l'époque qu'il était en train de manifester. Mais c'était pourquoi? Pour l'indépendance du Maroc. Et pour le retour du roi Mohammed V. Et quand il rentrait à la maison, à table, qu'est-ce qu'il disait? Il ne cessait de répéter ce slogan à l'époque, à savoir « Yahya ibn Youssef », vive le roi, vive le Maroc indépendant. Ça, je l'ai ajouté. Hein. Alors il disait souvent, quand vous avez vécu cela à l'âge de 5 ans, ce ne sont pas des péripéties médiatiques qui vous arrêtent ensuite dans vos convictions. Et ces convictions, elles se sont raffermies tout au long de l'histoire et tout au long des années. Monsieur Mélenchon a de ces faits toujours voué au Maroc, à notre pays, à ses institutions et aux Marocains. Et quand je parle d'institutions, le régime monarchique et à la monarchie marocaine, il a toujours voué aux Marocains un profond respect, beaucoup d'affection et je dirais même pas mal d'amour. Et il n'hésite pas à marquer sa solidarité avec les valeurs d'intégrité territoriale qui fondent l'unité nationale, à savoir notre Sahara. Alors il faut reconnaître que la majorité des Marocains le lui rendent bien. Les Marocains aussi l'aiment bien.
Ancien étudiant à Besançon, il est diplômé en philosophie, lettres modernes, ce qui d'ailleurs un peu plus ou moins l'a forgé dans l'art de l'écriture, parce qu'il a écrit beaucoup de livres. Militant socialiste, il devient en 2000 ministre délégué à l'enseignement professionnel dans le gouvernement de Lionel Jospin. Et en 2008, il quitte le Parti socialiste en opposition au tournant socio-libéral de ce parti. D'ailleurs, vous vous rappelez, et je l'ai vécu aussi, il fut un temps d'ailleurs où l'idéologie néolibérale a envahi tous les domaines de la pensée économique. Soudain, tout le monde est devenu néolibéral, même les marxistes. Et elle est devenue dominante, l'idéologie néolibérale. Et en conséquence, en 2016, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fondé France Insoumise. Candidat 3 fois à l'élection présidentielle, en 2017, il a réuni 19,6% des voix et en 2022, l'année dernière, il est arrivé à 22%. Il est l'auteur de 23 livres, L'ère du peuple, Député du peuple humain, Faites mieux vers la révolution citoyenne. Et ce livre est le dernier qu'il nous présente aujourd'hui d'ailleurs, dans lequel il développe la théorie de ce qu'il appelle la révolution citoyenne. Faites mieux. Faites mieux. C'est une invitation à l'action et non pas un appel à compétition. C'est l'expression optimiste d'un espoir qui est devant le saccage de ce qu'il a appelé la beauté du monde. C'est l'idée d'une page à tourner après le gâchis de l'intelligence humaine qui a été dévoyée par le règne de l'argent, de la monnaie. Et c'est un appel à l'insoumission permanente contre un ordre du monde qui est injuste, destructeur, et il demande une mobilisation personnelle constante et il propose, ce qui est important probablement qu'il va développer tout à l'heure, une sorte de grille d'analyse globale où à la fois action et théorie sont profondément reliés pour mieux interpréter les faits auxquels nous sommes confrontés. Cette théorie donne le rôle central à quoi? Au mécanisme de la crise écologique et du changement climatique qui sont des accélérateurs de l'histoire. Alors évidemment, vous comprenez bien où je veux en venir, ce thème relatif à la crise écologique et au changement climatique, qui inclut évidemment le problème de l'eau et qui constitue un élément d'actualité même au Maroc, nous interpelle. Sa Majesté le Roi, que Dieu le protège, accorde à ce problème d'écologie et du problème de l'eau une importance capitale dans ses orientations pour alimenter nos réflexions et nos actions. Alors, mesdames, messieurs, je suis certain que les développements qui vont être apportés par notre ami Jean-Luc Mélenchon seront de nature à enrichir nos débats. Jean-Luc, la salle est devant toi. Je t'invite à parler et à répondre avec l'échange de la salle, à répondre à leurs questions. Et merci beaucoup. Merci Oustad Barrada. Alors avant de céder la parole à Jean-Luc Mélenchon, il y aura, après son intervention, qui durera le temps qu'elle durera, des questions seront ouvertes à la salle. Alors les questions, pour des besoins d'organisation, on est à peu près 600 dans cette salle, seront des questions écrites. Des questions courtes, écrites, si on peut synthétiser, parce que je suppose qu'il va y en avoir beaucoup, on va les synthétiser, sinon vous faites les questions, vous levez la main, quelqu'un passera les chercher, dans la langue que vous préférez, bien entendu. Alors donc, voilà, on va arriver au clou de notre spectacle, qui est M. Jean-Luc Mélenchon. Alors Jean-Luc Mélenchon est un insoumis, donc il ne va pas se soumettre à notre protocole, à notre discipline. Il ne s'agit pas de lui dire de rester assis ou de venir au pupitre, il décidera. Monsieur Mélenchon, à vous la parole.
Si vous voulez vous lever après, vous y allez. Efficacité marocaine. Monsieur le doyen, Monsieur le Président, Mesdames, Messieurs, nos très chers professeurs, à qui toute cette jeunesse doit aujourd'hui ce que la mienne a dû au sien, c'est-à-dire la transmission sacrée du savoir qui permet à chacun d'entre nous d'être ensuite femme ou homme libre, c'est-à-dire disposant par lui-même de lui-même. Sans ce savoir et sans cette transmission, nous ne serions rien. Je me faisais une fête de vous voir et chacun devine l'émotion qui m'étreint lorsque je dois m'adresser à ceux que d'une manière ou d'une autre je considère comme des compatriotes. Mais dans cette fête, pas un instant, je ne me dissocie du malheur qui vous frappe, qui nous frappe, qui me frappe. En pensée et en empathie avec les familles des 3000 morts que nous avons à déplorer après ce tremblement de terre, je vous propose que par un usage universel, ensemble, nous marquions une forme de communion avec la douleur des nôtres en observant ensemble une minute de silence. Pour que cet instant ait l'écho qu'il doit avoir parmi le peuple marocain, étant entendu que nous venons de manifester notre appartenance à cette communauté humaine, je vous propose de partager l'admiration que je ressens en ayant pu observer sur place et connaissant de longue main les traditions de ce peuple pour l'avoir pu l'éprouver une première fois au moment du tremblement de terre d'Agadir, où les hommes de ma famille se mobilisèrent la nuit même pour participer avec tous ceux qui coururent apporter leur aide à la ville et à la population d'Agadir. Je voudrais dire mon admiration pour toutes celles et tous ceux qui instantanément se sont mobilisés, prenant avec discipline la file pour faire don de son sang, les autres pour accourir sur place, chacun venant avec son savoir, dans une parfaite discipline d'action, épaulé tout aussitôt par les services de l'État, de l'armée et de tous ceux qui avaient à apporter leur aide sur l'ordre qui leur en fut immédiatement donné dans une organisation qui force l'admiration. Je voudrais que tous, pensant à ceux que j'ai vus hier, tels qui avaient rétabli l'eau, ceux qui l'avaient amené jusque dans les campements, aux équipes de médecins que j'ai vus et avec qui j'ai parlé, qui depuis 27 jours, sans pause, sont venus au secours de leurs compatriotes. Acclamons-les! Mesdames, Messieurs, hier j'ai dit cette admiration devant des caméras de télévision. Et voici que dans mon pays, par une tradition dorénavant bien installée, c'est-à-dire la pratique de la lapidation médiatique, on a dit que je méprisais la France depuis le Maroc. Rien ne dit mieux une certaine forme de racisme médiatique que cette phrase. Non, je ne méprise pas la France et ma patrie et je l'aime. J'admire le Maroc et il est tout à fait singulier qu'on confonde cette admiration avec de la mépris pour sa patrie. Oui, j'admire la discipline admirable de votre peuple. J'admire sa cohésion parce que je redoute
que le mien n'en soit pas capable dans de telles circonstances. Oui, j'admire ce peuple et les initiatives innombrables qu'il prend, le développement que je lui vois assurer et sa capacité à temps à rectifier certaines des erreurs qui continuent à empoisonner l'esprit du mien. Je le dis sans arrière-pensée. Je le dis en me présentant devant vous, accompagné de ma camarade et amie Farida Amrani, députée de l'Essonne, députée insoumise, qui, avec son époux, me fait l'amitié de m'accompagner dans la rencontre que j'ai avec vous. Bien. Maintenant, nous sommes dans un haut lieu de l'esprit. Que les professeurs ne m'en veuillent pas. Je ne peux pas entrer en compétition avec eux en sociologie, en anthropologie, que sais-je encore. Ils sont mes maîtres, comme les vôtres. C'est à vous, la jeune génération, que j'ai l'honneur et le bonheur de m'adresser. Vous serez celles et ceux, hommes et femmes, qui auraient à relever le plus grand défi que l'humanité a jamais rencontré. Le secrétaire général de l'ONU dit « l'effondrement est commencé ». La civilisation humaine est mise au défi des conséquences de ses actes. Ce que l'on appelle maintenant, au prix d'une banalisation qu'il ne faudrait pas exagérer, le changement climatique, est en réalité une bifurcation de l'écosystème en direction de sa destruction. Et rien ne sert d'arrondir les angles, d'euphémiser et de faire comme si nous ne le savions pas. Nous sommes inscrits non plus dans des temporalités que j'ai eu le bonheur de connaître. Alors de mon temps, on disputait sur les solutions. Ça s'appelle la démocratie. On votait d'après une loi que l'on considère comme la loi suprême, mais qui, nous autres intellectuels, avons le droit de nous interroger. Comporte-t-elle aussi une certaine dose d'absurdité? Pourquoi 51 aura raison qu'entre 49, surtout quand il est avéré que plus d'une fois, 51 se trompèrent lourdement. Mais qui est notre loi? On pensait qu'on avait le temps. La loi est un objet sacré. Il y a ici assez de juristes pour en témoigner. Pourquoi? Parce qu'elle est temporaire, elle ne prétend pas être un dogme. Elle est susceptible d'évolution à mesure que nous réfléchissons et que nous enregistrons ce que la nouveauté nous apprend. La loi et le vote de la loi, semblait-il, étaient inscrits dans une temporalité, au fond, sans délai. Mais maintenant, nous sommes dans le monde des délais. Nous affrontons des délais. Et si nous ne sommes pas prêts, dans les délais, à apporter la réponse, alors nous périrons. Ou plus exactement, la civilisation humaine, au point où nous l'avons rendue, les uns, les autres, chacun dans nos talents, nos mérites, les capacités de nos peuples, s'effondrera. Et c'est ce que nous dit le secrétaire général de l'ONU. Et si je viens vous en parler, ce n'est pas pour répandre je ne sais quel catastrophisme qui vous couperait les jambes et vous dégoûterait de vivre. Je voudrais d'ailleurs vous dire à cette occasion quelle envie vous me faites lorsque je vois un peuple et un pays où 45% de la population a moins de 25 ans. Tant et si bien, vous ne le savez pas, que moi qui viens d'un continent désormais de plus en plus âgé, désormais de moins en moins jeune, et comme toujours si arrogant, je vous regarde avec envie et je sens quelque chose qui n'a pas de mots, qui est dans l'air et qui est une forme de pulsation que, bien sûr, on ressent plus fort dans une université que n'importe où ailleurs. J'ai dit la nouveauté. Vous autres qui avez à peine plus de 20 ans, et nous autres qui en avons un peu plus quand même, tout bien pesé. Nous sommes séparés peut-être par le sentiment de la nouveauté. Vous avez le nez sur les événements. Et nous, par la force des choses, un certain recul nous est imposé. Je suis né dans un monde qui était ce qu'il était et qui maintenant n'a strictement plus rien à voir. La nouveauté, voyez-vous, n'est pas si neuve qu'on peut le croire. Au fond, il y a un vieil adage qui dit « rien de neuf sous le soleil », en latin « nihil novi sub sole ».
Alors on voulait dire que peut-être le temps étant cyclique, on revoit tout le temps les mêmes événements. Non. Même si on a une vision sagittale du temps, eh bien on sait qu'en définitive, le présent accomplit toujours une nécessité inscrite dans le passé, parfois bien cachée. Et ce rapport entre le fortuit, l'aléatoire et le déterminé, quand le vivons-nous mieux que lorsque nous sommes confrontés, par exemple, à un tremblement de terre, dont toutes les causes sont scientifiquement déterministes, mais dont l'occurrence se produit d'une manière fortuite, c'est-à-dire inconnaissable. Il est donc important pour nous de savoir capter la nouveauté quand elle se présente et de ne pas jeter sur elle l'œil blasé de ceux qui ont déjà tout vu et tout connu. Il est important pour nous de comprendre ce qui, dans ce qui est autour de nous, est radicalement neuf, et nous en sommes ici au moins 2 témoins. Je fais grâce aux autres de la comparaison. Au moins 2. Et c'est cette nouveauté que je voudrais présenter d'abord, en vous disant que, ma foi, oui, je suis l'homme que je suis, un républicain, et non des moindres, un collectiviste, je l'assume avec fierté. J'appartiens à l'école du matérialisme philosophique. Dans une faculté comme celle-ci, ce n'est pas la peine de dire que le matérialisme philosophique n'est pas le goût des biens matériels. C'est une façon de regarder la réalité à partir des relations à l'intérieur desquelles elle s'inscrit. C'est donc un point de vue qui part de ce qui est, et tâche de le comprendre. Nous avons impérativement besoin de comprendre. La racine du mot comprendre en latin veut dire comprehendere, prendre avec soi, faire sien. On ne peut faire sien sans la théorie. C'est la théorie qui nous permet de comprendre la réalité, de corriger la théorie. C'est pourquoi je ne professe pas un dogme, je propose une théorie, la théorie de l'ère du peuple et de la révolution citoyenne. J'ai dit que j'étais collectiviste, que j'étais républicain, ma foi, je sais où je me trouve. Et par conséquent, j'abandonne à votre lecture le chapitre sur la révolution citoyenne pour que vous en fassiez votre profit le cas échéant. Mais je m'en voudrais de vous faire des recommandations qu'ensuite je n'aurai pas moi-même à appliquer. Tout le monde me comprend à demi-mot. J'ai décrit ce qu'est une révolution citoyenne. Je ne suis pas plus partisan de la révolution citoyenne que je ne le suis de la gravitation universelle. Mais la force des choses étant ce qu'elle est, je lève les pieds pour monter les escaliers. Et mieux vaut que je le fasse. De même, mieux vaut comprendre et connaître son époque si l'on veut connaître le bonheur de pouvoir y trouver sa place en toute connaissance de cause. L'esprit nous libère des chaînes du présent et des obscurités et des apparences. L'esprit, du moment que nous l'appliquons et que nous acceptons que nos conclusions doivent toujours rester ouvertes. Je ne prône pas un dogme, je propose une théorie, c'est-à-dire une manière de mettre en lien les choses les unes avec les autres selon un ordre qui permet de souscrire à l'une des exigences du savoir objectif dont le sommet se trouve dans la science. Et dans la science, le critère de la science, c'est d'établir de la prédicibilité. C'est-à-dire que vous devez sans cesse trouver le lien qui unit une cause A à un effet B. Et si vous n'en avez pas, votre discours est tout à fait charmant, mais il n'a aucune incidence pratique. Je me suis donc demandé comment s'il se faisait qu'un socialiste comme je l'étais si avancé, un marxiste si convaincu que je l'étais, pouvait, après avoir vécu l'expérience d'un grand changement politique comme le fut dans mon pays le mois de mai 1981. Comment se pouvait-il qu'après avoir appliqué un tel programme, on ne voit pas le début du commencement du moindre socialisme? Et il y en a que ça ne dérangeait pas, et qui en quelque sorte ont trouvé leur confort dans la permanence du monde, du moment qu'ils y trouvaient eux-mêmes leur place. Et moi, je ne me suis pas satisfait de voir que je n'avais plus d'outils pour penser le monde et donc sa transformation. Qu'est-ce qu'il y a de si nouveau, monsieur Mélenchon, qui vaille que vous fassiez le déplacement pour aller en parler à des jeunes gens? Je vais évoquer d'abord ces nouveautés. Mon livre en montre d'une manière plus étroite les articulations
et montrent comment elles conduisent à l'émergence d'un nouveau sujet politique. Malheureusement, comme le disait Garcia Marquez, le monde est si neuf, de nouveau, que pour parler des choses, comme on le dit dans le début de 100 ans de solitude, comme on n'a pas les mots, il fallait les montrer du doigt, dit-il. Eh bien moi, je dois vous parler d'un nouvel acteur, et je ne sais pas le nommer, si bien que j'utilise un mot qui existe déjà, je l'appelle le peuple. Mais j'ai voulu le définir, car le peuple du XXIe siècle n'est pas le peuple du XXe siècle, n'est pas le peuple du XIXe siècle. Et à plus forte raison, les Marocains doivent savoir, je l'espère, que le peuple marocain du XXIe siècle, même s'il communie avec celui du XVIIIe et du XIXe par des valeurs qui lui ont été transmises, est un tout autre sujet politique que celui que j'ai moi-même connu dans mon enfance. Le premier fait nouveau, radicalement nouveau, c'est notre nombre. Le nombre, la fluctuation du nombre est la véritable dynamique de l'histoire. J'ai dit à d'autres époques de ma vie, c'est la lutte de classe le moteur de l'histoire, sans aucun doute. Mais pour qu'il y ait lutte de classe, il faut qu'il y ait des classes. Et pour qu'il y ait des classes, il faut qu'il y ait déjà une accumulation. Donc il faut un certain nombre d'êtres humains pour accumuler. La véritable clé de compréhension de l'évolution de l'histoire humaine, toujours et en toutes circonstances, en est déduit dorénavant, c'est les fluctuations du nombre des êtres humains. Je suis, et j'espère avec vous, chers amis, être les derniers témoins d'un événement que je ne vous souhaite pas. Nous sommes la génération qui aura vu pour la première fois 2 doublements de la population humaine. Eh bien, je ne vous souhaite pas, maintenant que nous voici rendus à 8 milliards, qu'à votre tour vous en observiez 16, puis 32. Car à 1 milliard, le capitalisme était immoral, à 8 milliards, c'est un suicide. Et même mon voisin, qui est de tradition intellectuelle libérale, et en faisant quelques manières, finit par admettre qu'il y a une limite à cette pensée. Si bien que lui et moi, nous nous sommes quasiment trouvés à égalité d'impasse et obligés de penser le monde. Mais 390 000 ans ont été nécessaires pour atteindre le premier milliard d'êtres humains. Il n'aura fallu que 100 ans pour atteindre le second. Puis, alors le second, j'y étais. Vous aussi. C'était dans les années 50. Et à partir de ma date de naissance, les choses se sont considérablement dégradées. Je pense que peut-être je suis le chat noir de cette histoire. Mais en attendant, c'est à partir de 1950 qu'on voit toutes les courbes s'envoler. Consommation d'énergie, consommation de matières premières, consommation d'eau, tout s'envole. Et ensuite, c'est tous les 10 ou 12 ans qu'il y a 1 milliard d'humains de plus. Alors j'ai dit sous la forme d'une boutade, à 8 milliards c'est un suicide, mais tout le monde comprend qu'un système qui a pour dynamique interne, et je m'arrête un instant sur ce système, une dynamique qui a prouvé sa capacité incroyable à surmonter les obstacles que lui-même crée. Je veux dire que j'ai présent à l'esprit, et sans doute un certain nombre d'intellectuels dans cette salle, les disputes du 19e et du 20e siècle sur le fait que peut-être une catastrophe venant de l'intérieur même du capitalisme l'abattrait. Et il y avait des écoles de pensée qui comptaient sur la catastrophe et les autres sur le parti d'avant-garde pour y mettre un terme le plus vite possible. Des catastrophes, il y en a eu. Et qu'est-ce que vous voulez faire de pire, à part une guerre mondiale? Eh bien, elle avait la réponse. 2 guerres mondiales. Et nous pourrions continuer. Mais à chaque fois, il a montré une capacité de rebond. Et aujourd'hui, nous voyons apparaître pourquoi. Parce que c'est le seul système productif qui se nourrit de ses propres turpitudes. C'est-à-dire qu'il gagne des sous à détruire et qu'il en regagne à construire. Des fois pour reconstruire. C'est à peine une image. Dans le domaine de la catastrophe écologique, on pouvait se dire « Ah bah, au moins ça menace leur base. Ils vont se calmer. Ils vont y mettre de l'ordre. » Ce système est-il capable de trouver en lui-même un régulateur? Non, il n'en a pas. Il n'a qu'un régulateur.
le marché. La confiance dans le marché est une superstition qui relève de la magie, davantage que de l'examen des faits objectifs. De la magie parce que la dynamique interne du capitalisme, tout le monde la connaît. C'est le capital produit de la marchandise qui produit de l'argent qui reproduit du capital. Et tant et si bien que sa dynamique interne, on en pense qu'on en veut, et d'aller toujours de l'avant. Comme le disait Lionel Jospin, le capitalisme est une grande force qui va, mais qui ne sait pas où. Elle va. Il exploite cette turpitude. Voyez-vous, il n'y a bientôt plus d'abeilles en Europe. 80% des oiseaux sont morts. Il n'y en a plus. À Paris, il n'y a plus de moineaux. 80% des abeilles n'y sont plus. Eh bien, que se passe-t-il? Vous pourriez dire catastrophe. Les fruits et légumes que nous mangeons doivent tous être pollinisés. Eh bien, il y a une réponse. Le capitalisme vous répond. Nous avons inventé des drones pollinisateurs. Et aussitôt, ils vous disent, c'est formidable, les drones travaillent la nuit, pas les abeilles. Et puis, ils mettent le pollen si bien que la récolte est plus abondante. Vous ne pouvez pas compter sur le système pour qu'il se corrige ni qu'il se modère. Tant et si bien qu'aujourd'hui même, où tous les gouvernements du monde font des gargarismes avec la nécessité de décarboner leur activité économique. Et nous en sommes tous d'accord. Et si l'on faisait un référendum dans cette salle, on devrait être aux alentours de 100%. Eh bien, figurez-vous qu'au moment même où on dit tout ça, il n'y a jamais eu autant de projets de pipeline et de gazoducs. 177 dans le monde entier. Et les grandes entreprises françaises ne sont pas les dernières calamités que connaît le monde. Je suis obligé de le dire parce que nous voici humains dans cette contradiction. Je ne suis pas un lanceur d'alerte. Cette alerte a été faite par plus pertinent que moi avant. Mais quelqu'un qui dit il serait temps de s'y mettre. En tout cas, je l'ai dit, faites mieux que ce que ma génération a fait, croyant bien faire. Le nombre est le premier facteur explicatif de l'accélération de l'histoire. Il se produit une accélération vertigineuse de tous les cycles. Au cours du siècle qui vient de s'écouler, la production totale mondiale a doublé. Et rien n'indique qu'elle aille globalement à ralentir, ce qui signifie que la prédation que nous exerçons sur l'écosystème ne ralentit pas un seul jour. Voilà pourquoi, quand nous parlons de changement climatique, il ne faut pas seulement que les frileux y voient leur bonheur, comme c'est mon cas. Certes, il fera plus chaud, mais jusqu'à un point qui deviendra insupportable. Mesdames, Messieurs, à 20h au journal télévisé français, je vois un journaliste qui dit, en parlant des États-Unis d'Amérique, il fait 48 degrés à Phoenix. Et il dit de la même voix tranquille qu'il annoncerait je ne sais quoi d'autre. Eh bien, on se pose la question de savoir si la ville de Phoenix sera encore habitable dans 10 ans. Et moi, je me posais aussitôt une autre question. Qui va être capable de déménager les 3 millions de personnes qui sont là et de les emmener ailleurs pour les y loger? Eh bien, je vous réponds, personne. Et il aura suffi de voir ce qui s'est passé en Louisiane au moment où est passé le cyclone. C'est pourquoi il faut que je le dise maintenant, après ce que j'ai dit tout à l'heure. La première vertu des peuples, s'ils affrontent les catastrophes qui vont se présenter à eux, avec l'état d'esprit qui a été entretenu comme une culture qu'à l'instant, cher Président, vous rappeliez, c'est-à-dire celle d'une forme de l'égoïsme le plus obtus, c'est-à-dire celui qui est indifférent aux autres et qui ne comprend pas qu'on ne sera jamais contenté soi-même autrement que dans la relation aux autres, qu'aucun être humain ne peut exister autrement que dans la relation aux autres êtres humains. Si vous en restez à ça, vos malheurs seront infiniment plus grands et plus terribles que ceux qui adviendront aux populations capables de cette cohérence, de cette discipline, de cet amour, risquons le mot, que nous avons pu constater ici à l'occasion de la récente catastrophe. Ce ne sont pas des mots. La morale, la culture sont des biens communs qui participent directement de la capacité des peuples et des êtres humains à vivre. Ce ne sont pas des suppléments d'âme, c'est la matière première. Et quand on est dans une université
on doit le savoir mieux qu'ailleurs, puisqu'ici, on partage. Et plus on partage, plus il y en a. Plus on partage le savoir, et plus il y a de savoir. Que cette règle fondamentale, qui est celle de l'esprit, qui règne ici, comme dans toutes les universités, je veux le souhaiter, nous inspire pour comprendre. 1. Le nombre. Le nombre produit immédiatement quelque chose. C'est la culture cumulative. Les êtres humains sont des nains à chaque génération, perchés sur le géant des générations précédentes. Nous, êtres humains, nous partageons notre culture d'une génération à l'autre. Elle se construit en s'accumulant. Et nous sommes confrontés, dans la difficulté qui arrive, à un atout extraordinaire. C'est que cette culture cumulative, nous sommes en train de la numériser. Je n'idéalise pas ce qui se passe. Je ne sous-estime pas le rôle néfaste et obscurantiste des lobbies qui essayent de s'approprier le savoir pour en refuser l'accès, dans des conditions telles que nous avons vues, par exemple, dans la dernière crise Covid. Mon propre pays a accepté la règle absurde qui était de respecter la propriété des brevets sur les vaccins. Jusqu'en 1959, en France, il était interdit de déposer un brevet sur un vaccin. La propriété de l'esprit doit rester la propriété collective de toute l'humanité. Je le sais au moment où je vous parle de la mise en commun numérique. Mais cette mise en commun numérique est un atout extraordinaire pour nous tous, pour affronter ce qui arrive. Car nous allons être, chacun d'entre nous, forts du savoir de toute l'humanité. Ce qu'on appelle l'intelligence artificielle, ce qui, dans l'énoncé même, me paraît particulièrement audacieux, parce que, voyez-vous, avant de parler d'intelligence artificielle, il faudrait souvent être capable de dire en quoi consiste l'intelligence, et ce point n'est pas du tout acquis, même sur le plan universitaire. Ce savoir accumulé, ce savoir collectif, va nous permettre, mais ce savoir, non seulement pour la première fois dans l'histoire, il intègre tout ce que le passé nous a donné, mais il intègre tout ce qui est dans le présent. Pour la première fois, le savoir cumulatif n'est pas seulement le savoir des êtres humains, c'est aussi le savoir des objets. Les objets qui transmettent parce qu'ils sont connectés et introduisent dans la noosphère, parce qu'il faut l'appeler par son nom. Noosphère, c'est la sphère de l'esprit. Ainsi, les êtres humains n'entrent pas directement en relation avec le réel, ils y entrent par l'intermédiation des idées qu'ils s'en font. Cela me ramène au début de ce que je disais et en fait la démonstration. La noosphère numérique est notre chance. C'est pourquoi nous devons impérativement en acquérir la propriété collective pour que chacun d'entre nous puisse, du point de vue de sa propre capacité créatrice, y accéder. Le nombre produit un savoir commun plus grand. Deuxième caractéristique. Mais où vont tous ces gens ? Eh bien, voici le deuxième ou le troisième fait caractéristique, la ville. La ville est un fait nouveau. Ce que nous nommons ville n'a rien à voir avec ce qu'était une ville au temps où j'ai vécu en ville. Autrefois, la ville, c'était jusqu'à ce que commence la campagne. Eh bien, maintenant, c'est l'inverse. C'est la campagne qui commence là où s'arrête la ville et il y a moins de place. Les villes sont devenues des ensembles humains qui brassent des millions de personnes. Et dès lors qu'il y a une ville, c'est-à-dire une immense agglomération humaine, c'est un fait radicalement nouveau. Je vais vous donner les chiffres du Maroc pour que vous en soyez totalement convaincus. Eh bien, il se crée une humanité nouvelle. Vous n'êtes pas les mêmes êtres humains que vos arrière-grands-parents qui vivaient dans une densité bien moins grande et qui n'étaient pas unis par le quatrième fait de notre époque, les réseaux collectifs. Aucun d'entre vous ne peut produire et reproduire son existence matérielle sans accéder au réseau du collectif. Et cette relation au réseau collectif, je ne parle pas des réseaux sociaux, des messageries, je parle de l'eau, je parle de l'électricité, je parle du gaz, je parle de la route, je parle du réseau d'alimentation qui fait que depuis l'endroit où l'on plante jusqu'à l'endroit où l'on achète, se mettent en chaîne des maillons indispensables l'un et l'autre. Plantez autant de patates que vous voulez, s'il n'y a personne pour les transporter, ce n'est pas ceux qui sont sur place qui vont les manger. Et si les rayons sont vides, vous ne vous nourrirez pas. Si bien que, quand on y regarde un peu plus attentivement, on s'aperçoit que la quasi-totalité de notre vie dépend du fonctionnement des réseaux, alors que les générations précédentes, la quasi-totalité de leur vie dépendait de leur propre autoproduction.
C'est un fait radicalement nouveau dans l'anthropologie, dans la relation que les êtres humains entretiennent les uns avec les autres. Donc, disais-je, le nombre, la culture cumulative et son interconnexion, la ville, les réseaux. Voici les 4 faits sociaux, les 4 faits anthropologiques qui, suivant comment vous les liez les uns aux autres, vous permettent de comprendre votre époque. Et c'est cela qui produit un acteur social nouveau, que j'appelle le peuple, c'est-à-dire l'ensemble de tous ceux qui sont interdépendants de ces réseaux et entre eux. Et le grand nombre, l'interdépendance croissante, a un résultat qui va contre l'intuition. Plus nous sommes nombreux, plus nous sommes individués. Pourquoi ? Parce que comme chacun d'entre nous, pour des causes qui lui appartiennent, dépend de réseaux et d'interdépendances différents, qui vous est manifesté par exemple par vos mots de passe, que vous oubliez comme moi j'espère, et les connexions innombrables, numéros de toutes sortes, de sécurité sociale, d'identité, de ceci, de cela, qui fait que chacun d'entre vous, des fois, est le seul à savoir pourquoi il a ce numéro-là et pourquoi il a ce mot de passe particulier. Cette individuation dont je vous présente là une forme, j'en conviens, un peu folklorique, mais qui est tellement évocatrice, voici qui fait que vous êtes à la fois très nombreux, à la fois très interdépendants et à la fois très individuels. Et si vous ne le comprenez pas quand vous faites de la politique, eh bien, allez faire autre chose. Parce que telle est l'humanité. Et si la politique consiste à convaincre les autres, et des solutions qu'on propose, alors il faut prendre l'humanité comme elle est. Et moi, j'ai renoncé déjà depuis quelque temps à penser qu'une avant-garde quelconque pourrait remplacer ce que Jean Jaurès a si bien décrit avant moi il y a si longtemps, c'est-à-dire le fait qu'il n'y a pas de républicain sans république, il n'y a pas de bonté sans personne bonne, il n'y a pas de concorde sans gens qui ont envie de s'entendre. Autrement dit, tout est dans la pratique que les êtres humains ont les uns des autres. Voilà pourquoi, toutes ces données étant là, je les soumets aux professeurs, aux étudiants, qui pourraient, le moment venu, eux-mêmes faire des recherches. Dans mon livre, ils trouveront beaucoup d'éléments à propos de ces questions, avec des aspects qui ne sont pas centraux et que je ne ferai qu'évoquer, comme le fait que les êtres humains sont tout le temps en expansion géographique. Tout le temps, toute l'histoire humaine se confond avec celle des cafards et des rats, c'est-à-dire que nous n'avons pas de biotope. Et nous les occupons tous, les uns après les autres. Mais la migration est une opportunité incroyable pour l'humanité, parce qu'à chaque fois qu'elle migre, elle apprend de son nouvel environnement et elle transmet le savoir aux autres. Tant et si bien que, loin d'être la calamité que certains veulent voir dans le nouvel arrivant, je vous recommande plutôt la bienveillance marseillaise qui fit que cette ville, 2600 ans avant l'ère commune, est née de la rencontre d'un marin grec, évidemment, avec la femme d'un prince gaulois, et qu'au moment où il fallait s'épouser, celle-ci a choisi plutôt le marin grec que les Gaulois qui se trouvaient là. Ce qui montre que ce n'est pas d'aujourd'hui que nos enfants n'en font qu'à leur tête et ne vont pas voir dans le code de la nationalité ce qu'ils ont le droit d'éprouver les uns pour les autres. Renoncer à maîtriser le ressort fondamental humain le plus important, l'appétit que nous avons les uns des autres, et la force que donne la rencontre, qui n'a jamais été un affaiblissement. J'en profite à cet instant de mon exposé pour arriver à une des conclusions auxquelles je suis arrivé, d'abord comme Français. C'est que l'humanité tout entière, étant dorénavant unie par ses réseaux, unie, disons, rapprochée, partageant tant de savoir, est entrée dans un moment particulier où des choses que l'on observait localement deviennent universelles. Ce processus, nous l'avions idéologiquement identifié en disant les droits de l'être humain sont universels, quel que soit l'être humain, quel que soit son genre, quelle que soit sa religion, quelle que soit sa couleur de peau, il a des droits égaux à celui de l'autre. Nous sommes semblables, non pas identiques, semblables en humanité, et dès lors, puisque nous sommes tous la même espèce, et que personne n'a pu prouver le contraire, la preuve c'est que nous avons des enfants ensemble, en toutes circonstances, eh bien,
nous sommes en quelque sorte une espèce universelle, et cela nous fonde des droits universels, inaliénables, non négociables, quel que soit le régime, quelle que soit la situation. Cette intuition a été contrebattue pendant des décennies. Et on me disait, monsieur Mélenchon, mais qu'est-ce que vous racontez? L'égalité, tout ça c'est sympathique, mais ça n'existe pas. Dans la réalité, il y a des grands, des petits, des imbéciles et des doués, des gros et des maigres, des hommes et des femmes, etc. Donc ce dont vous nous parlez n'existe pas. Si bien que si vous imaginez un régime politique fondé sur l'égalité, ce sera toujours une violence contre la nature. Et ça ne nous étonne pas, monsieur Mélenchon, vous êtes violent. En définitive, ceux qui acceptaient la logique du conflit, comme le disait Démocrite, un communiste bien connu du 5e siècle avant notre ère, qui dit « Le conflit, ou le combat, ou la lutte est mère de toute chose ». Mais oui, la réalité est d'abord un processus fait de contradictions. Et ces contradictions produisent le mouvement de la réalité. Alors, voilà que certains ont régressé intellectuellement et pensent qu'on pourrait se passer de la différence, ce que n'a pas fait, bien au contraire, tout à l'heure, le président. Eh bien non. Et d'ailleurs, vous-même, autant que vous êtes, vous avez commencé par apprendre à dire oui, parce qu'il vous fallait vous nourrir au sein de votre mère ou à la bouillie qu'on vous servait. Et donc, vous avez commencé par apprendre les usages qui vous permettaient de vous socialiser. Et puis, très rapidement, chemin faisant, les émotions s'accumulant, vous avez appris un mot extrêmement important qui met tous les autres en perspective, qui est en quelque sorte le soleil qui les éclaire, y compris quand on dit oui, c'est dire non. À partir du moment où, vers l'âge de 2 ans, on apprend à dire non, ce qui est assez saoulant pour les parents, je tiens à en informer les plus jeunes, eh bien, la conscience est créée et doit choisir en permanence si elle consent ou si elle s'en soumet. Mais je suis obligé de dire que c'est dans l'insoumission qu'elle va trouver sa racine la plus féconde. On dira que c'est un plaidoyer pro domo. Eh bien oui, pourquoi pas. Donc, dis-je, voici les faits que j'ai mis en lumière devant vous. Vous les étudierez, peut-être me ferez-vous la grâce de me lire. Pour que personne n'en soit privé, je me fais un devoir d'offrir 2 de mes livres à la bibliothèque de cette université, de manière à ce que chacun puisse y accéder gratuitement. Merci. Je vous ai dit il y a un instant, réfléchissez à une humanité où il y avait 2,5 milliards d'habitants. Je vous ai fait grâce du milliard. Et maintenant, nous sommes 8. En 1950, donc 2,5 milliards sur la planète. Et chez vous, 9 millions. Et aujourd'hui, vous êtes 37 millions. Autrement dit, vous aussi, vous avez doublé 2 fois. Et c'est pour ça que vous êtes comme ça. Certainement parce que vous êtes chacun individuellement devenu plus cultivé et intelligent, mais c'est surtout parce qu'il y a beaucoup de monde. Que comme vous êtes nombreux, et savants nombreux, éduqués nombreux, alors tout votre peuple a progressé jusqu'au point où vous le voyez rendu aujourd'hui. La population urbaine du Maroc, à l'époque dans le monde, en 1950, c'était 57%. Mais c'était 57% concentrés dans quelques pays. Pour l'essentiel, 80% de la population vivait à la campagne et 20% en ville. Mais à la moyenne, moi j'ai été à l'école où il y avait une page dans le bouquin où on nous parlait des mégapoles. Ah, qu'est-ce que c'est? C'est une ville très grande. Ah bon, combien? Alors on nous disait 10 millions. Ah, 10 millions. Et les grandes villes étaient dans le nord. Aujourd'hui, toutes les grandes villes sont dans ce qu'on appelle autrefois le sud. Eh bien, cette proportion au Maroc, c'était 30% de la population qui vivait en ville. Vous êtes aujourd'hui 65%. C'est donc une toute autre vie. Aucun d'entre vous n'a la moindre idée de la façon de vivre tout seul en plantant ses radis. Et pourtant, vos pères et mères l'ont fait, ou grands-parents, ou arrière-grands-parents. Aucun d'entre nous ne sait vivre autrement qu'en accédant au réseau du collectif. C'est une mutation anthropologique fondamentale. Et maintenant, voyons un autre paramètre humain. Grâce au développement des sciences, pas du capitalisme, des sciences. On me dit, ah mais monsieur Mélenchon, regardez, le capitalisme a permis un essor formidable, il y a moins de pauvres. Pardon, vous aurez mal regardé.
En réalité, on vous donne les PIB des pays. Mais alors on prend la richesse produite, vous savez, le PIB, ça va vite. Vous creusez un trou, c'est dans le PIB, vous le rebouchez, c'est à nouveau dans le PIB. C'est une mesure de l'activité économique. Et on nous dit, regardez, tel pays a une agriculture qui produit tant de milliards. Ah, comme nous sommes heureux de tous ces milliards, mais nous n'en voyons pas la couleur. Que se passe-t-il? Eh bien, les agricultures vivrières ont été expulsées, les terres ont été prises pour un modèle agricole essentiellement fondé sur l'idée que plus le marché est grand, plus il est efficace. Donc le marché mondial. Tant et si bien que la France, qui était un grand pays agricole, n'est plus autonome, importe 80% de ses fruits et légumes, mais exporte avec un enthousiasme non mesuré du maïs qu'elle arrose abondamment, qui permet de nourrir des poules chinoises qui nous font l'amitié de revenir sous la forme d'ailes et de cuisses que nous mangeons à un taux inférieur au prix de celles qui courent devant chez nous. J'imagine que les vôtres doivent être dans le même rapport. Et maintenant, voici qu'on découvre qu'en réalité, ce n'est pas du maïs qu'on est en train d'exporter, c'est de l'eau. Car il faut des quantités d'eau fort précieuses et dont nous nous privons pour aller nourrir ces animaux, pour lesquels je tiens à exprimer ma plus grande sympathie. Mais disons qu'elle rencontre les limites que je suis en train d'évoquer devant vous. Donc, disais-je, grâce à la science, les êtres humains ont été moins décimés qu'ils ne l'étaient autrefois, grâce à la gratuité des vaccins. Voyez-vous, en Europe, après la Grande Guerre mondiale, il est mort 50 millions de personnes de la grippe espagnole. Au XIIIe siècle, la moitié de la population est morte de la peste noire. Et ceci nous permet de toucher du doigt un élément extrêmement important dans la vie des communautés humaines. C'est l'espérance de vie. Plus vous vivez et plus vous transmettez du savoir, plus vous accumulez de l'expérience. L'espérance de vie est à la fois un bonheur quand on a la chance, comme quelques-uns à cette tribune, d'avoir tiré le bon numéro du code génétique, loterie injuste s'il en est une. C'est donc une joie, c'est un bonheur qui nous est donné. Mais surtout, c'est un facteur décisif de la constitution des sociétés. L'espérance de vie, en 1950, c'était 43 ans. Où? Ici. 43 ans. Et maintenant, 76 ans. 30 ans de vie. C'est-à-dire l'équivalent de ce qu'était dans la période avant 1950, c'est-à-dire jusqu'à la fin du XIXe siècle, l'espérance de vie moyenne des hommes, 30 ans. En quelque sorte, chacun d'entre nous a l'opportunité, par rapport à un contemporain des années du XIXe siècle, de vivre 2 vies, là où il en vivait une. Qu'on ne me dise pas que c'est rien. Et évidemment, ça change tout, y compris sur la composition et les mentalités de nos sociétés. Vous qui avez le bonheur de vivre dans un peuple jeune, vous ne savez pas à quelles aberrations la vie dans un peuple qui prend de l'âge et désespère ses enfants, au point que ceux-ci renoncent à avoir des enfants, et que, par exemple, que ce soit en Allemagne, mais maintenant aussi en France, le renouvellement générationnel ne s'opère plus. Et vous avez une population aveuglée qui se ne demande pas pourquoi, ni comment elle pourrait changer la matrice de cette situation. Si vous voulez avoir des petits-enfants, traitez bien vos enfants. Si vous voulez avoir des petits-enfants, tâchez qu'ils puissent être pris en charge, qui par des crèches, qui par des écoles. Ne les abandonnez pas en leur disant « croissez, multipliez-vous, le marché s'occupe du reste ». Parce que le marché ne produira qu'une seule chose, de la discrimination, de la ségrégation. Le marché nécessite la rareté pour exister. C'est la raison pour laquelle vous avez des déserts alimentaires, des déserts médicaux, des déserts éducatifs dans nos sociétés. Je ne parle pas du Maroc, je parle de la France. On va dire que je méprise mon pays parce que je dis la vérité et que les déserts alimentaires, les déserts médicaux
les déserts éducatifs vont s'étendant dans les premières puissances du monde, chez tous ceux qui se sont abandonnés à la superstition du marché dans tous les domaines. Je ne dis pas que le marché n'est pas de réalité, qu'il n'est pas d'intérêt, je dis que c'est un mot qui ne veut rien dire. Une économie de troc est une économie de marché. On n'a rien dit quand on a parlé du marché. Il faut toujours parler des conditions dans lesquelles les choses se font, c'est-à-dire des règles qui les organisent. Et qui va produire des règles, sinon l'esprit humain, la délibération collective, le droit, la société. Voilà pourquoi, au fond, mon collectivisme ne fait que ramener à quelque chose d'élémentaire. Ça s'appelle juste de dire nous sommes des êtres humains, on discute, on se trompe beaucoup, on trouve de temps à autre des règles. Il y en a qui fonctionnent, d'autres qui ne marchent pas, je vous l'ai dit au début. Espérance de vie donc dorénavant pour vous, 76 ans. Mais plus important que tout le reste encore, l'alphabétisation. Pourquoi l'alphabétisation? Parce qu'elle permet de passer à l'écrit. Et l'écrit est la première conservation de la mémoire. Il doit y avoir des étudiants en philosophie ici, j'imagine. Alors je vous renvoie à Platon et au Phèdre de Platon. Vous trouverez le chapitre où Platon discute qu'il y ait de l'intérêt à écrire les choses. Il dit vous faites confiance à la mémoire au lieu d'apprendre vous-même. Et en définitive, vous n'apprendrez rien du tout parce que vous le savez déjà, sinon vous ne comprendriez pas ce que vous lisez. Vous voyez que la polémique sur la manière de conserver le savoir ne date pas d'aujourd'hui. Ça, on parle de quelque chose qui s'est passé au IVe ou Ve siècle avant notre ère. L'alphabétisation a libéré l'humanité du récit et de la dépendance à la personne qui récite, à la tradition orale, qui a été la condition de base des êtres humains, tant et si bien que quand on perdait le savant de la bande, on perdait le savoir en même temps, si on n'avait pas appris à temps. Et ça n'est pas d'aujourd'hui qu'on met des marques pour se rappeler d'où on vient. C'est comme ça qu'on a trouvé un cadavre, figurez-vous, entre entre l'Autriche et l'Italie, et on s'est dit, tiens, on a retrouvé un skieur dans la neige. Alors on sort le skieur, ben pas du tout, il n'avait pas de ski, il avait un arc. Bref, je vous la fais brève. Il se trouve que cet homme était là depuis 5000 ans avant notre ère, dans la glace. Il s'appelle Otise. Alors évidemment, comme toujours, quand on a une frontière commune, les gens ont commencé par s'engueuler. À qui était Otise? Était-il autrichien ou était-il italien? Tout ça est un peu vain, mais on a fini par conclure qu'il était italien. Et donc les Italiens s'en sont occupés, ont travaillé avec beaucoup de talent. Et qu'est-ce qu'il repère? Parmi bien d'autres choses, je vous la fais brève, je vous l'ai dit, à part qu'on l'avait tué d'une flèche dans le dos, on trouve qu'il a sur le corps 93 marques. Qu'est-ce que ça pouvait bien être? Alors chacun de regarder la marque à la loupe, au microscope, qu'est-ce qu'il y avait? Et finalement, quelqu'un dit « Ah, mais ça on connaît, c'est les points d'acupuncture. » Ah, les points d'acupuncture, enfin on avait la réponse. Mais ce n'est pas le plus intéressant. Le plus intéressant, c'est pourquoi s'était-il fait ces marques? C'était bien la preuve que dès l'origine, on se pose la question de conserver le savoir d'une manière qui puisse être rappelée à la mémoire. Cet homme était un livre. Il était son propre livre. Et sans doute être l'explication de bien des dessins, bien des peintures qu'on observe depuis quasiment l'aube de l'humanité. L'alphabétisation nous permet de fixer. L'imprimerie nous a libérés de la tradition orale. Et vous savez que le monde, les terres d'islam qui battaient en science et en technique d'environ un siècle, tout le monde chrétien, à qui il avait déjà appris la chimie, la physique. Je sais que ça ne fait pas plaisir à certains de se l'entendre dire, hein, mais si les croisades ont été une catastrophe pour ceux qui devaient les subir, pour ceux qui les ont menées, ça a été surtout l'occasion de faire un bond en science qu'ils n'auraient jamais fait tout seuls, s'ils avaient continué à croire aux absurdités auxquelles ils adhéraient. Si bien qu'il y a un livre d'un Marocain très célèbre qui s'appelle « La lumière d'Allah illume l'Occident », où il raconte comment les médecins disaient les médecins musulmans disaient aux médecins chrétiens, écoutez, ce que vous faites là, c'est aberrant, vous êtes en train de tuer votre patient. Et les autres, évidemment, comme d'habitude, qui savaient tout, n'en voulaient rien entendre. Bref, ce contact nous rappelle entre autres que cette zone de la civilisation humaine était en avance considérable. Et voici qu'apparaît l'imprimerie.
que les Chinois ont inventé depuis bien plus longtemps, mais qui n'en avaient pas le même usage que nous. Tant et si bien que nous voilà aux alentours du 1500 et des choses, avec une imprimerie qui reproduit un modèle tout simple pour faire du papier peint. Et on fait des textes. Aussitôt, en même pas 40 ans, des millions de livres sont imprimés. Mais il se trouve que l'alphabet latin permet l'impression de la Bible, qui trouve immédiatement son public, avec des gens qui mettent en point d'honneur à en acquérir une, imprimée, parce que c'était hors de prix quand c'était recopié à la main et qu'on en produit par l'imprimerie 80 quand on en faisait un avant. Mais il se trouve que le Coran et l'écriture cursive qui est la vôtre ne coïncident pas au départ avec la manière de faire de l'imprimerie. Tant et si bien qu'après une première période où il y a des imprimeries partout, il y en a de plus ou de moins en moins, parce que la mode n'a pas pu embrayer sur la foi qui était le principal vecteur de choix de ceux qui avaient les sous de s'offrir ça. Voilà l'apologie que je fais de l'écrit de l'alphabétisation. Eh bien, ici au Maroc, en 1950, 10% de la population était alphabétisée. 10%. Aujourd'hui, c'est 75%. 75%, et je pense que le chiffre est peut-être sous-estimé, peut-être parce qu'il fait une moyenne entre ville et campagne, bon. Mais en tout cas, c'est une proportion considérable de la population. Et la scolarisation, cela fait partie des critères de développement humain recensés par le PNUD. Des filles atteint les 90%. Ce qui est le signal d'une société fortement intégrée quand la différence des genres ne conduit pas à une différence de l'accès à la culture, qui est le moyen commun de l'émancipation. Ces choses sont les nouveautés, et mises ensemble, elles permettent de comprendre l'émergence de cet acteur que j'ai nommé le peuple, qui dépend des réseaux du collectif pour assurer son existence matérielle, et qui donc, dans son rapport au réseau collectif, procède de relations sociales. Mesdames et messieurs, dans l'ancien marxisme, on disait que l'accumulation capitaliste se faisait à l'entreprise par le travail gratuit. Ben ça continue. Que le capital prélève sur le travail. Et on pensait que là se trouvait résumé, le concentré des relations sociales. Non. L'accès au réseau est un accès codifié qui procède de l'accumulation et qui permet l'accumulation et qui donne lieu à une appropriation privée. Vous tous qui vivez dorénavant dans un pays entièrement électrifié, essayez de vous passer de l'électricité. Vous êtes dans un pays qui vise à peu près à 100% d'accès à l'eau potable dans un délai raisonnable et qui n'en est pas très éloigné. Eh bien, prenons cet exemple de l'eau puisqu'il est si universel. Mesdames et messieurs, dans votre entreprise, si vous n'êtes pas content, vous pouvez vous syndiquer. Vous pouvez constituer un bloc et vous pouvez déclencher des grèves et des rapports de force. Eh bien, ouvrez votre robinet, s'il n'y vient pas d'eau, avec qui allez-vous vous expliquer? Autrement dit, et pour prendre le vocabulaire de la sociologie, si le travailleur est aliéné du produit de son travail par l'exploitation capitaliste, permettez-moi de dire que la personne qui accède au réseau est autrement plus violemment aliénée quand sa soif lui est niée par le fait qu'il n'y a pas d'eau au robinet. Et s'il n'y a pas d'eau au robinet, ça n'est pas seulement parce qu'on a tout saccagé et qu'il n'y a plus d'eau potable, mais c'est aussi parce que j'ai oublié de payer la facture du mois. Et la facture, c'est un rapport social de celui qui possède et qui est en état de vous envoyer du papier vert pour vous obliger à payer, avec intérêt s'il vous plaît, et qui peut même vous envoyer la force pour vous obliger à le faire. Autrement dit, l'accès au réseau participe totalement et complètement et résume l'ensemble des relations sociales et de leurs caractéristiques. Je ne peux pas aller plus dans le détail, mais avec l'équipe qui m'entoure, nous avons poussé la recherche en essayant de voir si ces réseaux, au fond, n'étaient pas seulement quasiment une propriété spontanée de la réalité. Savez-vous que vous trimballez avec vous un réseau, et pas un petit réseau? Votre réseau sanguin, c'est 150 km. Votre réseau nerveux, c'est 190. Autrement dit, plus un organisme est complexe et plus il dépend des connexions qui s'opèrent entre ses parties par le biais des réseaux. Dès lors, le réseau n'est pas un supplément, pas plus que la ville n'est une nouveauté qui est en quelque sorte un arrière-plan. La ville, les réseaux s'organisent socialement.
La ville est une production du mode de production capitaliste après avoir été une production à l'intérieur du monde féodal, après avoir été, etc. La ville, les réseaux, tout cela est à mettre en rapport avec une forme d'organisation des réseaux de production. Alors, que se passe-t-il? Si on pouvait éviter, ça m'arrangerait. Alors, voilà le tableau. Je n'entre pas dans le résultat spontané, qu'est la formation des révolutions citoyennes, qui, j'en ai analysé 20, dont on s'est servi pour établir une typologie. Que se passe-t-il? Je ne me suis pas encombré à l'avance de théorie, je n'en avais pas. J'ai regardé comment ça se passait, et j'ai décrit des étapes, des formes, parmi lesquelles aujourd'hui, dans le monde dans lequel nous vivons, les signes avant-coureurs sont partout les mêmes, c'est-à-dire des luttes écologiques, c'est-à-dire des signes avant-coureurs, comme par exemple le suicide, qui n'est jamais considéré comme un phénomène politique, mais qui, par exemple, a atteint profondément la structure de la société libanaise avant qu'elle entre en action. Et d'autres phénomènes. Mais surtout un d'entre eux, qui est la connexion. Beaucoup d'hommes politiques et de femmes politiques croient que les réseaux sociaux, cette fois-ci je vous parle des messageries, sont une activité des jeunes gens, et que ma foi, c'est une activité de jeunes. Non, mesdames, messieurs. L'agora moderne, la place centrale moderne, c'est le réseau. C'est le réseau qui vous permet, entre autres, d'être non seulement un individu, mais d'être polyprésent. Vous êtes capable, avec votre téléphone, d'être en même temps dans la conversation et avec quelqu'un d'autre. Vous n'êtes plus les mêmes êtres humains, mais vous ne le savez pas. En attendant, ces réseaux permettent, avec une rapidité de contamination sans égale, avec tout ce que nous avons fait dans le passé en matière de tracts, d'affiches, de mots d'ordre. Les gens se relaient entre eux des messages au mot près, parce qu'on n'a pas le temps de réécrire, et puis c'est bien écrit. Autrement dit, des slogans circulent à la vitesse de la lumière, là où autrefois il fallait péniblement aller avec nos petits tracts et nos affiches. Des millions d'impressions se font sur les écrans. Tant et si bien que je peux me permettre un certain détachement à l'égard de la sphère médiatique, qui n'atteint pas, et de très loin, une quelconque des performances de ma communication par vidéo, puisque chaque semaine, elle se compte par millions, tandis que les articles qui disent du mal de moi sont à peine lus par quelques dizaines de milliers de personnes, et encore quand ils ont du temps à perdre, car les uns m'approuvent et ne voient pas l'utilité de lire des articles aussi mal intitulés avec des photos aussi horribles de moi, et ceux qui ne m'aiment pas se disent, eh bien, il ne vous surprendra pas, il est toujours aussi bête. Voilà. Donc personne ne les lit. Par contre, la diffusion des idées, vous en êtes les témoins, parce qu'ici même au Maroc, j'ai entendu reprendre quelques-unes de mes bonnes formules, je sais qu'on m'a lu, je sais qu'on m'a entendu. Souvent, vous me faites l'amitié de me rappeler quelques réparties, je ne vous dis pas qu'à chaque fois j'en sois très fier, mais souvent si, il faut bien le dire. Je ne finis pas de jubiler à l'idée que j'ai eu la présence d'esprit de dire à Madame Le Pen qu'il ne voulait pas parler avec moi. Elle m'a dit, vous m'avez traité de semi-démente, et je lui ai dit, Madame, ça vous en laisse une bonne moitié. Et voyez-vous, 10 ans après, je me demande comment j'ai fait pour trouver une si belle répartie. Voilà. Alors, je vais achever mon propos ayant enjambé la partie délicate de la révolution citoyenne, et ceux qui parmi vous font de la politique, j'espère, apprécieront l'art avec lequel je ne viens pas recommander au Maroc des choses que l'on pourrait me reprocher. L'ordre du monde change, et c'est là que vous intervenez. Je vous ai parlé de créolisation tout à l'heure. La créolisation, ça consiste à prendre les mœurs des autres, mais c'est d'une manière imprévisible. Comment les Français se sont-ils débrouillés pour que le plat qu'ils apprécient le plus, ce soit le couscous? Enfin, franchement, ce n'est pas en Savoie ni en Normandie. Alors on me dit, oui, ça se discute. Sinon, c'est la pizza. La pizza, c'est pas plus bourguignon que breton. Je prends l'exemple de la cuisine parce que c'est le plus facile. Mais le peuple français, qui se donne des airs et des postures, ne veut pas savoir qu'il est un peuple créole. Mais quel est le seul peuple de toute l'Europe qui s'est auto-intitulé gallo-romain? Eh bien, les Celtes et les Gaulois, c'était pas tout à fait... Les Celtes et les Romains, c'était pas tout à fait pareil. Mais c'est eux qui s'en vantent. Quel autre peuple en Europe invente sa propre langue? Le français est une invention.
C'était le parler d'une bourgade dans la région parisienne. Et le roi décide qu'on parlerait comme ça, parce que ça lui permettait de repousser le latin et les emprises de l'Église, qui n'a pas toujours été bienveillante à l'égard du pouvoir royal et même de tout pouvoir laïque. Alors, les poètes de cour, ça existe. On dit « Ah, c'est génial !» Forcément, c'était leur métier de trouver tout génial. C'est génial. Alors, nous allons parler français. Défense et illustration de la langue française. Joachim du Bellay, XVIe siècle. Et qu'est-ce qu'on lit? Le gars, il est honnête, il dit « Ah, c'est formidable, on va parler français, il y a un problème, on manque de mots. » Ah, évidemment, pour parler une langue, si vous manquez des mots, c'est embêtant. Alors il dit « Ah ben, c'est pas difficile, on prend tout ce qui traîne. » Bon, il ne le dit pas comme ça, il dit « Tout ce qui se présente. » Il dit « D'ailleurs, les avocats parlent en latin, on pourrait leur prendre des mots. Sinon, ils parlent en grec, on prend des mots. On prend des mots, on prend des mots. » Puis alors, après, il y a un domaine dans lequel, alors là, nous sommes dans l'inconnu absolu, c'est le vocabulaire du travail. Évidemment, il ne bossait pas beaucoup. Vous savez qu'en français, le contraire de noble, c'est ignoble. Ça vous positionne. Qu'est-ce qu'un noble? C'est celui qui ne bosse pas. Hein? Ah ben oui, sinon c'était la déchéance. Donc, d'accord, il tombait. Donc on ne peut pas dire que ce peuple ait manifesté un respect considérable pour le travail dès le départ avec son vocabulaire. Alors ils disent, mais puisqu'on ne sait pas comment parler des choses, il n'y a qu'à leur prendre leur vocabulaire. Ça doit être très utile parce qu'ils arrivent à faire toutes sortes de choses. Donc c'est la première fois qu'on reconnaissait une intelligence populaire à ceux qui travaillent. La langue française est un résultat créole. La langue française est remplie de mots d'arabe, de grec, de gaulois et même d'anglais. Alors à cette manière, acceptons la vie comme elle est et nous comme nous sommes. Cette créolisation nous donne un espace commun et donc un intérêt commun. Nous avons en commun une langue qu'on appellera comme on veut. Le maroçais, le français, ce que vous voulez. La langue en commun. Cet espace qui nous permet d'être efficaces ensemble et d'échanger. Car contrairement à ce que raconte M. Samuel Huntington, qui nous a inventé cette théorie absurde du choc des civilisations, qui voulait que, paraît-il, nous soyons voués à nous confronter entre un Occident mythique et peu crédible, puisqu'on y intégrait les Japonais, à l'islam qui, paraît-il, serait l'adversaire en quelque sorte inné, et qui ont construit à partir de là une mise en scène épouvantable qui ont déchiré chacune de nos nations qui vise à le faire. Non. Ce qu'il y a de plus commun entre les individus, ce n'est pas forcément la religion, mais c'est le plus souvent la langue. Parce que c'est par la langue qu'on échange, par l'art, par la culture, par la capacité à désigner les choses avec les mêmes mots. Mesdames, messieurs, les Lapons ont 25 noms pour décrire l'état de la neige. Ben pour eux, c'est vital. Moi, en me creusant profondément le cerveau, au bout de 5, je n'en ai plus. Mais j'ai avec vous des tas de mots pour décrire le sucré, le salé, le suave et ce qui ne l'est pas. Et cette capacité à aller appréhender les choses les plus subtiles crée le lien qui nous permet de mettre en partage et donc d'être dans la communauté humaine. Cette langue nous donne, pour nous, Français, peuple vieillissant, un atout à la rencontre avec le vôtre et à ce qu'il est possible de faire, mais à la condition, ce sont les dernières pages de mon livre, avant le chapitre sur la morale, qu'on s'entende sur ce qu'on va faire. Non seulement le monde a basculé, comme je vous l'ai décrit, mais son ordre géopolitique est en train de basculer. La prééminence des États-Unis d'Amérique qui s'était affirmée au sortir de la Deuxième Guerre mondiale et dans la confrontation avec l'Union soviétique. Cette période est en train de s'achever. Et l'on voit émerger la puissance créative de la Chine. Et une compétition s'établir entre ces deux blocs. Mais en même temps, le monde connaît un processus de fractionnement qui fait que les populations étant plus nombreuses, les peuples souvent aspirant au même niveau d'autonomie et d'indépendance, on a une sorte de balkanisation universelle. Et alors on entend des théories sur l'intérêt d'un monde multipolaire. Permettez à un Français, c'est-à-dire à un membre d'un peuple envahi 4 fois par son voisin en un siècle, de vous dire que le monde multipolaire n'est pas l'invention la plus grande que nous ayons faite dans le passé. Nous n'avons pas besoin d'un monde multipolaire. Nous avons besoin d'un monde ordonné, c'est-à-dire qui a en commun des lois acceptées par tous.
Si bien qu'au cœur de la pensée que je vous propose, quels que soient ses défauts, quelles que soient les corrections qu'il faudra y apporter, il y a l'Organisation des Nations Unies, dont procède la seule légitimité dont tous nos peuples puissent se réclamer, et le respect des règles que nous acceptons à l'intérieur de cette enceinte. Je plaide pour un monde ordonné et pour un non-alignement généralisé. Non-aligné ne veut pas dire neutre, ni, comme l'a dit mon président de la République de manière assez curieuse, que nous serions équidistants. Alors il a particulièrement mal choisi son exemple, il a dit qu'on était équidistants entre les Américains et les Chinois. Quelle étrange idée, nous ne sommes pas du tout équidistants. Nous sommes non alignés, c'est-à-dire que suivant les circonstances et les actes qui sont posés, on juge d'une manière ou d'une autre. Personnellement, j'ai été des années durant hostile au fait que l'on veuille enfermer la Russie par une adhésion successive de tous les pays qui l'entouraient à l'OTAN. Et j'avais dit, voyant monter les périls en Ukraine, il y a plus de 10 ans de cela, que ça finirait mal. Et j'avais dit, il y a une règle. Ni l'OTAN entre en Ukraine, ni les Russes n'entrent en Ukraine. Une nuit, dans des conditions d'une stupidité politique absolue, les Russes ont décidé d'entrer en Ukraine, provoquant aussitôt l'adhésion de 2 pays qui avaient été neutres jusque-là à l'OTAN, et ruinant toute stratégie d'intégration de la Russie à l'ensemble européen, tant et si bien que nous l'avons stupidement poussé dans les bras des Chinois. Moi, je ne suis pas ennemi des Chinois, ça ne me dérange pas, mais ceux qui en sont ennemis devraient se poser des questions sur leur stratégie. Bref, j'ai donc, à la faveur de la nuit, ça s'est passé à 5h30 du matin. À 7h, j'étais réveillé. Et j'ai donc condamné l'entrée de la Russie en Ukraine. Et je pense que tout le monde ne peut être qu'en désaccord avec quoi? La violation des règles qui sont celles de l'ONU. La force. Le même cas se présente à propos de l'Arménie, où il était convenu, devant l'ONU, que, quoi que l'on ait mis le Haut-Karabakh dans les frontières de l'Azerbaïdjan, néanmoins, il était convenu qu'on s'interdirait mutuellement de s'en emparer par la force, ce qui est en train de se faire. Ce qui fait que, non aligné que je suis, j'apporte mon soutien le plus complet, le plus profond à l'Arménie. Surtout qu'entre-temps, et comme on l'a si bien dit, quand ils vont jusqu'ici, en général, c'est pour aller plus loin, que les voici entre eux-mêmes en Arménie. Ces exemples me permettent de souligner l'importance de la constance des règles et de la liberté de les apprécier. La liberté de les apprécier, c'est le non-alignement, qui n'est pas la neutralité. De la même manière, nous avons besoin d'une politique altermondialiste. Je réprouve absolument le concept de la puissance basé sur le rapport de force. J'adjure qu'on me comprenne. Mon pays est un pays puissant militairement, équipé de l'arme nucléaire, c'est-à-dire en état de détruire le reste du monde. Tu parles d'un avantage. Qui va aller utiliser une telle aptitude? Il paraît qu'il y a 16 fois la capacité de détruire le monde avec les stocks nucléaires. Eh bien, ça en fait 15 de trop, me semble-t-il. Par conséquent, la vieille logique des petites bandes humaines transformées en armées qui s'envahissent les uns les autres, c'est-à-dire la volonté de puissance basée sur la force, est condamnée non pas par la morale, mais par le simple bon sens du moment où nous sommes. Le moment où nous sommes doit nous pousser à une autre pratique de la relation internationale où la puissance vient de l'esprit, du savoir-faire, de la technique qu'on maîtrise et qu'on met en partage. Je ne suis pas en train de développer devant vous un idéalisme angélique. Je suis en train de dire comment nous pouvons avoir une chance que la civilisation humaine survive. Voilà la règle. Alors c'est une politique des causes communes. Qu'est-ce que nous avons à faire ensemble, vous autres Marocains, nous autres Français? À part des bonnes paroles. Je ne suis même plus pour la politique de la solidarité. Et la solidarité, comme m'a dit mon ami Kamel des quartiers nord de Marseille, il m'a dit, moi la solidarité, m'en parle plus. Dans la solidarité, il y a tout le temps quelqu'un qui tend la main. Parlons de l'entraide. Dans l'entraide, l'un a besoin de l'autre. L'entraide est notre mot. En tout cas, c'est le mot central de mon collectivisme. Celui qui prône la vertu. La vertu, ça n'est pas une affaire de mœurs. La vertu, c'est un principe politique. Est bon pour moi ce qui est bon pour tous. Et si ça n'est pas bon pour tous, alors, comme le disait le philosophe Kant,
Aucun principe qui ne tend à l'universalité ne peut avoir une valeur universelle. Et on ne vit, on ne meurt, on ne lutte que pour des principes universels. Qu'avons-nous ensemble? Vous autres Marocains, vous parlez arabe, vous parlez amazigh, vous parlez la langue commune. Et cette langue commune, vous l'avez en commun avec une bonne partie des peuples de votre continent. C'est sur ce continent que va se jouer, si la civilisation humaine dure, l'étape suivante de l'histoire. En 1950, l'Afrique était le continent vide, on l'appelait comme ça. C'est le premier continent pour l'expansion démographique. Quelle chance à ce continent! Est-ce qu'on se rend compte que le Nigeria va avoir 1 million d'habitants, 1 milliard, pardon, à la fin du siècle? Est-ce qu'ils ont tous réalisé que c'est là que ça se passe? Ils ne l'ont pas vu. Chance pour vous. Chance pour vous, parce que sur ce continent, vous êtes parmi les plus avancés scientifiquement, techniquement, et dans la maîtrise des grandes catastrophes qui arrivent sur l'humanité. Vous n'êtes pas parfait, n'allez pas le croire. Vous commettez de lourdes erreurs, ça tombe bien, les mêmes que dans mon pays. Je me permettrai volontiers de critiquer votre modèle agricole, encore que vous ayez su mettre moins de pesticides que nous, qui avons réussi à contaminer toute la population de notre pays. Mais la manière avec laquelle vous traitez la question de l'eau, alors je le redis pour ceux qui se sont moqués de moi en France, vous feriez bien de venir au Maroc pour apprendre comment on fait. Parce que vous êtes juste bon à rien pour l'instant. Ici, le droit à l'eau est dans la Constitution. Les Insoumis, ça fait 3 fois qu'ils le proposent. Et vous ne l'avez toujours pas mis, vous avez toujours des bonnes raisons. Dont la principale est que vous ne voulez pas nous donner raison. Alors on ne mettra pas le droit à l'eau. C'est dire le degré de votre mesquinerie, mes chers compatriotes français. Et encore, quand je dis compatriotes français, je m'adresse plutôt à ceux qui nous gouvernent et qui n'ont pas fait preuve de beaucoup de subtilité jusqu'à présent. Mais il y a des domaines clés. Le Maroc invente et fabrique des satellites. Pour l'instant, il les fait fabriquer, mais il les conçoit. Ce qui signifie qu'il fait partie des rares peuples du continent africain qui sont à l'endroit où il faut être pour le XXIe siècle. Pourquoi? L'Afrique s'est fait voler le XIXe siècle par l'esclavage. L'Afrique s'est fait voler le XXe siècle par la colonisation dont il lui a fallu, et à quel prix, se remettre. Le XXIe siècle se joue dans les mers. Vous êtes entre l'Atlantique et la Méditerranée. Le XXIe siècle se joue dans l'espace. Les règles du jeu ont changé. Croyez-vous que les Américains, qu'en ce moment vous avez tendance à trop regarder avec des yeux doux, croyez-vous que les Américains aient décidé de changer la loi pour dire que dorénavant l'espace n'est plus un bien universel, mais qu'on peut se l'approprier? Et par une hypocrisie incroyable, on dit « Ah oui, mais bien sûr, chacun le premier arrivé, premier servi, mais nous sécuriserons, disent-ils. » Il y a un traité qui s'appelle Artémis, que mon pays a signé et qu'en a tellement honte que c'est même pas un élu ni un ministre qui a été signé à un changement pareil dans le droit international, dans l'usage qui voulait que l'espace soit le bien collectif et que personne ne puisse se l'approprier. Et que le Luxembourg, qui n'est jamais en retard d'un mauvais coup à jouer aux autres, en matière fiscale, a décidé que lui, il accueillait les sociétés qui exploitent l'espace, même si personne ne le fait pour l'instant. C'est vous dire le genre d'appétit qui a été libéré. Eh bien, oui, l'avenir va se jouer là. L'espace était démilitarisé. Il est militarisé aujourd'hui. Il l'est. Par conséquent, être capable de se déployer dans cette direction, comme dans la mer, qui est le lieu prochain de l'expansion humaine, qui est déjà commencée, avec des règles approximatives. Oui, il y en aura. Moi, je peux être là toute la nuit, s'il faut. Mais je termine mon exposé. Voilà ce que je voulais vous dire. Oh, il y a bien d'autres choses. Par exemple, j'ai appris que vous allez faire une réserve de ciel étoilé. Vous le savez, ça seulement? Eh bien, l'université de Marrakech a prévu ça. Vous le savez que 25% de l'humanité ne sait pas ce qu'est la nuit? Un quart de l'humanité ne sait pas ce qu'est la nuit. Et vous savez pourquoi? Parce qu'il y a de la lumière tout le temps. Autrement dit, la nuit a disparu. Voilà l'espace-temps de notre époque.
Le silence a disparu. C'est une des premières protestations des Marocains qui vivent en ville. Le bruit. Nous, comme espèce animale, nous avons besoin de la nuit. Nous avons besoin de l'eau. Nous avons besoin du silence. Nous avons besoin de l'alimentation. Et tous ces domaines sont des domaines du bien commun. Donc de la loi, donc de la restriction du marché et de son droit illimité à profiter de tout. Bon, on m'a rappelé qu'il fallait m'arrêter. Je vous offre une petite méditation sur le philosophe Gaston Bachelard. Je l'utilise souvent parce que j'ai encore pas trouvé mieux. Jeunes gens, je ne suis pas venu vous couper les jambes en vous annonçant des catastrophes. Je voudrais vous dire que nous comptons tous sur votre imagination, votre générosité, votre capacité à faire reculer l'égoïsme et l'indifférence aux autres pour construire le monde que nous n'avons pas été capables d'édifier. Quoique chacun à notre manière, nous y ayons cru. Et nous avons agi pensant bien faire, depuis des rives différentes souvent, mais avec la même espérance. C'est votre tour. Gaston Bachelard dit « Le futur, ce n'est pas ce qui va arriver. Ce n'est pas l'épouvantable sécheresse qui s'avance. Ce n'est pas la dislocation progressive des réseaux sous les coups de la chaleur, du vent et des autres calamités qui s'abattent. Le futur, ce n'est pas ce qui va arriver. Le futur, dit le philosophe, c'est ce que nous allons faire. Et tout dépend de nous, de chacun d'entre nous. C'est pourquoi je vous dis, l'homme que je suis, à mon âge et après avoir vécu ce que j'ai vécu, faites mieux, faites-le, nous attendons tout de vous. J'ai réussi à désespérer. Désolé pour le rappel. Il n'y a pas de mal. Pour faire le job, c'est dur. Il n'y a pas de mal. Ça vous a plu? J'ai été digne de la faculté. Vous allez pouvoir me faire honoris causa. Arrêtez parce que... Et si vous me demandez à moi de choisir le roi, ça m'étonnerait que je sois aussi bien accueilli, hein. Bon, non, on respecte les institutions comme elles sont, chacun chez les autres. Merci en tout cas pour vos encouragements. J'en prends bonne note. Vous êtes le désespoir de mes adversaires, chers jeunes gens. Je crois qu'il parlait de la France. Merci, madame. Et à vous dire que mes enfants sont toujours Mélenchon à Paris. Merci Jean-Luc Mélenchon. Peut-être qu'il faut qu'on arrête, hein. Ouais, mais alors dis donc, parce qu'ils vont tous s'en aller, là. Hein. Ils n'en peuvent plus, hein. Merci, c'est le temps arrivé maintenant des questions. Pas de commentaires, on ne peut pas commenter ce que dit Jean-Luc Mélenchon. Pour ceux qui s'intéressent à la politique française et qui l'ont vu, ils ont eu l'occasion de voir du Mélenchon en direct. Donc il nous a fait du Mélenchon. Merci Écoutez, Jean-Luc. vous racontez pas d'histoire, tout le monde en a marre et on crève de chaud. Voilà. Donc voilà ce qu'on va faire. Mais Écoutez-moi, pardon, maître, je prends la commande de l'opération. Allez-y. Donne-moi ça, Paola. Regardez. Tout ça, écoutez-moi les gens, tout ça, c'est vos questions. C'est pas la peine qu'on se raconte des histoires, à moins d'y passer toute la nuit, je ne réponds pas. Voilà ce que je vous propose. Écoutez-moi bien. Je vais répondre, en publiant le texte, à chacune d'entre elles sur mon blog. À chacune. Vous aurez la patience d'attendre que j'ai fait toute la liste. Je considère comme un très grand honneur que vous m'ayez adressé toutes ces questions. Je vous présente mes excuses pour le fait de ne pas vous répondre pendant le reste de la nuit. Et aussi parce que je suis dans un état physique que je vous permets d'observer. Voilà. Je vous propose qu'on se sépare là. Je vous dis toute mon affection et mes remerciements, ma gratitude pour l'accueil que vous m'avez réservé.
Avant de terminer, Jean-Luc, s'il vous plaît. Non, non, non. Il y a une jeune étudiante en master, Samia Aït Hassan. Jean-Luc Mélenchon, s'il vous plaît. Ça va s'adresser à vous, ça. Jean-Luc, ça va vous... Il y a une jeune étudiante en master qui s'appelle Samia Aït Hassan qui va vous dire un petit mot et peut-être autre chose aussi. Donnez-nous quelques minutes. Vous aviez dit que vous pouvez rester jusqu'à la fin de la nuit. On ne va pas vous demander autant, juste quelques minutes. Vas-y. Bonjour. Bonjour à toutes et à tous. Monsieur Mélenchon, nous avons retenu avec fierté et joie votre soutien aux populations sinistrées. Parce que pour nous, vous n'êtes pas uniquement un leader politique français, mais aussi un homme qui est fortement attaché à notre pays. Parce que vous avez été marqué par 11 ans de votre jeunesse passée au nord du Maroc et plus précisément à Tanger. Vous le connaissez, monsieur Mélenchon, tellement bien et j'en veux pour preuve votre intervention télévisée en France où vous avez dit, je vous cite, « La principale force du Maroc, ce sont les Marocains. » La principale force du Maroc, ce sont les Marocains. Que dire de plus à propos de votre connaissance de notre pays, qui est aussi le vôtre? En tant qu'étudiante en master 2, accompagnement entrepreneurial, Samia Aït Hassan est tenue à vous offrir un cadeau symbolique, fruit de petites recherches que j'ai effectuées et que j'espère que vous apprécierez. Vous pouvez l'ouvrir, monsieur. Alors, il s'agit d'un journal Le Monde daté de 19 août, jour de votre naissance, et 1968, qui correspond à une date historique en France, et soit 17 ans après votre naissance. Et en souvenir de vos voyages Maroc-France, j'ai trouvé de vieux documents de voyage datés des années 60. Monsieur Mélenchon, encore une fois, merci pour votre visite et soutien que nous souhaitons total et permanent. Merci. S'il vous plaît, nous sommes en direct et nous avons besoin d'avoir un visuel. Donc si vous pouvez vous asseoir, ceux qui sont devant, messieurs, dames, s'il vous plaît. S'il vous plaît, dernier événement, monsieur Mélenchon. Nous sommes en direct et on a besoin. S'il vous plaît, veuillez vous éloigner de la table. Monsieur. S'il vous plaît, les Monsieur, photographes, s'il vous plaît. le public, s'il vous plaît. الله يخليكم الله يجازيكم بخير إلا ما عافاك خويا هاد البلاصة هادي. La parole est au doyen Komat. Un dernier mot du doyen Komat qui va commémorer la visite de M. Mélenchon dans cette université, dans cette faculté. Alors juste, en fait, pour donner un symbole, comme souvenir de notre université à M. Mélenchon, et c'est avec M. le Président, M. Houssine Azdouk, que nous allons remettre le logo de l'université à M. Mélenchon. M. Mélenchon, c'est à vous. Bon, on va voir, vous savez, je me suis inscrit pour faire un doctorat de sciences politiques. On va voir s'il me le... Je viendrai le passer chez vous. Alors. Sinon, vous êtes bienvenus chez nous. On a la possibilité de préparer des doctorats en quotidien. C'est-à-dire là, vous avez un diplôme français et un diplôme marocain.